Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'occuper des challenges web de PicoCTF 2021. Alors pour commencer, on va faire le premier challenge, Get Ahead. On a un lien vers un site web, donc on peut aller dessus. Et ce site web se présente comme ça. On a deux boutons, un bouton pour choisir le rouge et un bouton pour choisir le bleu. Donc la différence, c'est que ça change juste le fond d'écran. Donc si on regarde le code source, donc soit en pressant CTRL U ou alors en faisant clic droit, View page source, on peut voir que lorsqu'on clique sur le bouton rouge, cela envoie une méthode get, et lorsqu'on clique sur le bouton bleu, cela envoie une méthode post. Donc on peut intercepter cette requête à l'aide du logiciel Burp Suite, envoyer cela dans le repeater, et on peut revérifier tout ça. Donc lorsque j'envoie avec une requête post, on obtient bien le background color qui est blue. Par contre, si je change le type de la requête et je mets get, on obtient bien le red. Mais que se passe-t-il si je mets head en type de requête? On obtient le flag. On peut aussi le vérifier, car si on essaie d'autres types comme put, on voit qu'il y a un problème dans le fond, dans le titre. Et puis en plus, comme le challenge s'appelle Get Ahead, on voit bien le mot head. Voilà. Donc ça peut être un petit indice qui nous indique ou peut-être le flag. Pour le second challenge, cookies, on a pareil un petit lien, on peut aller dessus et on arrive sur une page où on a un champ de recherche et un bouton search. Donc le bouton home ramène sur cette page, donc à l'URL /reset, et on peut du coup commencer par taper un champ quelconque dans la barre de recherche et appuyer sur le bouton search. On obtient alors un message d'erreur qui nous dit que ce n'est pas un cookie qui est valide. Alors on peut remarquer que on a ici écrit sneakerdoodle. Donc on peut le remplir et lorsqu'on clique sur le bouton search, il me dit que c'est bien un cookie, mais qu'il n'est pas vraiment spécial et que là il adore les sneakerdoodle cookies. Ok. Ce qui est intéressant, c'est le nom du challenge cookie. Donc je vais checker mes cookies et je vois que j'ai un cookie qui s'appelle name qui a été ajouté et qui a pour valeur 0. Lorsque je reclique sur home, donc pour reset, où je me retrouve sur la barre de recherche dans le menu principal, on voit que le cookie est passé à -1. Donc à ce moment-là, que se passerait-il si je passe mon cookie à 2 par exemple? Je passe mon cookie à 2, je refresh la page et j'obtiens un nouveau message. Maintenant, si je le passe à 3 et que j'actualise la page, j'obtiens encore un nouveau message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intercepter la requête à l'aide du logiciel Burp Suite. Je vais envoyer tout ça dans le repeater. Et comme ceci, je vais directement mettre un auto-scroll ici. Ce qui fait que maintenant, par exemple, si je prends le cookie numéro 6, on obtient un nouveau message. Donc, afin de trouver le bon cookie, celui qu'on veut, je vais envoyer tout ça dans l'intruder, qui va me permettre de brute force chaque numéro de cookie. Donc, je vais commencer par ajouter une variable au niveau du cookie. Et dans mes payloads, je vais choisir numbers from 1 to 60 avec un step de 1 et je peux démarrer l'attaque. Donc là, j'ai juste à checker la taille, le nombre qui est retourné en taille de caractères dans le code source. Et en attendant un peu, on peut voir qu'il y a une taille qui va être très suspecte, car ils sont tous aux alentours de 1900, et là, cette taille, elle est à 1265. Donc si je regarde, c'est le cookie, enfin c'est le numéro, la valeur du cookie name 18, et lorsque je regarde la réponse, on obtient le flag. On peut le vérifier. Si on retourne dans le repeater et qu'on met la valeur du cookie 18, on obtient le flag.
ou alors on peut aussi le vérifier si je réintercepte la requête, je mets 18, on obtient le flag. Pour le troisième challenge, Scavenger Hunt, il n'était pas si différent de l'année dernière, car on se retrouve sur plus ou moins la même page. Donc il suffit de regarder le code source de la page pour obtenir la première partie du flag. Puis, en analysant un peu le code source, on voit qu'il y a un fichier CSS qui s'appelle mycss.css. Donc si je vais dedans, on voit qu'à la fin on a un commentaire avec la deuxième partie du flag. On peut faire retour et voir qu'il y a aussi un fichier JS. Et on a aussi un petit commentaire, sauf qu'il nous dit comment Google peut indexer mon site web. Et donc là, on connaît qu'il y a un fichier qui s'appelle robots.txt qui permet d'indexer les pages, qui permet à Google du coup d'indexer les pages sur le moteur de recherche. Et donc on voit qu'on a la partie 3 du flag. Pour la partie 4, il nous dit qu'il pense que c'est un serveur Apache. Est-ce que je peux accéder au flag suivant? Donc déjà on a un petit indice, car le mot access commence par un A majuscule et que le fichier en question se nomme .htaccess, qui permet de mettre des permissions sur les pages que l'utilisateur peut visiter ou pas. On obtient du coup la partie 4. Enfin, pour la dernière partie, il nous dit qu'il adore faire des sites web avec son Mac et qu'il peut stocker beaucoup d'informations. Et là, pareil, on a un autre indice, c'est le store avec un S majuscule, car le fichier qu'on cherche, c'est .dsstore. Un fichier qui est généré automatiquement par les Mac. Enfin, pour le dernier challenge, Some Assembly Required One, on arrive sur un site web où on nous demande d'entrer un flag. Donc si on entre une string random, il nous dit que c'est incorrect. Sauf que si j'intercepte la requête, je vois qu'il ne se passe absolument rien. Donc ça veut dire que il n'y a pas de méthode post ou get ou autre qui est envoyée, mais que tout cela doit être traité grâce à du JavaScript. Donc on regarde le code source de la page, CTRL U, et on voit qu'on a un fichier script qui est assez étrange de nom. Donc on peut cliquer dessus. Alors avant de cliquer, on peut voir que lorsqu'on clique sur le bouton, ça exécute la fonction onButtonPressed, donc une fonction JavaScript. Donc dessus, on a une très très longue fonction, ou même plusieurs fonctions JavaScript. Donc on va aller sur un site qui s'appelle JSBeautifur afin de rendre cela plus joli. Je colle mon JavaScript et j'appuie sur Beautiful Code. Donc là, ça m'a bien indenté le code comme il faut. Sauf qu'on voit que c'est quand même assez compliqué ce code à comprendre. Sauf que si on check un peu au niveau des premières constantes en haut, on voit qu'il y a une constante qui commence par slash et un nom. Donc ça pourrait être un fichier stocké sur le serveur. Donc je vais le copier et je vais essayer d'y accéder. Et là, on nous demande directement de télécharger le fichier. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais le copier et je vais wget tout ça. Donc là, on a un fichier. Donc si je fais un file du fichier, on voit que c'est un fichier WebAssembly, donc WASM. Donc un fichier web, un fichier pour les sites web. Et il suffit que je le cat pour avoir des strings un peu étranges et le flag. On peut aussi utiliser la commande strings afin d'avoir que les strings qui sont printables. Et on obtient du coup le flag.